On se replonge au cœur des marchés. Vous écoutez France Culture. Et comme chaque jeudi, nous retrouvons le physicien des matins aujourd'hui. Étienne, vous nous dites quand les génies choisissent de prendre la tangente. Bonjour à vous. Bonjour Marc, bonjour à tous. Il y a exactement un an, je vous parlais d'Ettore Majorana, ce jeune physicien maigre aux yeux sombres mais incandescents, qui était considéré par ses pairs comme un génie de la trempe de Galilée. Il fut en effet un théoricien fulgurant, auteur de travaux prophétiques. Mais on le sait, de tels dons ont parfois leur contrepoids. Majorana ne savait pas vraiment vivre parmi les hommes, et c'est la pente tourmentée de son âme qui finit par l'emporter. À l'âge de 31 ans, il décida de disparaître et le fit savoir. Une nuit de mars 1938, il y a donc 76 ans, il embarqua sur un navire qui effectuait la liaison entre Naples et Palerme et se volatilisa. Personne n'a jamais pu retrouver sa trace. Personne n'a même été capable de reconstituer les dernières étapes de l'enchaînement causal qui l'a conduit à choisir de s'évader. Bien sûr, on peut toujours invoquer son mal de vivre, la maladie, la singularité de son génie, son incapacité à entrer dans le moule de l'existence, mais qu'est-ce que cela peut bien ôter au mystère de cette disparition? On sait quand même que Majorana fut un grand lecteur de Pirandello, sicilien comme lui. Or Pirandello souligne à maintes reprises les périls de la réflexion lorsque celle-ci est poussée à l'excès. La passion du raisonnement, vécue de façon exclusive, se déployant loin de toute vie concrètement incarnée, peut avoir pour revers le soliloque absolu. L'activité intellectuelle, lorsqu'elle s'applique à corroder l'univers réel, incline à l'ironie, fait rire jaune, et finalement conduit à se distancier des hommes et des choses, à se réfugier dans l'abstraction. Comme l'écrivait aussi Céline, il peut être dangereux de s'occuper d'autre chose que ce qu'on voit. D'où la question du jour. Les génies, ceux qui pensent ce que les autres ne pensent pas, ou qui voient au-delà des réalités empiriques, auraient-ils plus de mal que nous autres à vivre en société? Bien sûr, je n'en sais rien. Mais je ne peux m'empêcher de noter une certaine analogie entre le destin de Majorana et celui d'un autre génie, des mathématiques cette fois. Je veux parler d'Alexandre Grothendieck, qui vient de fêter ses 86 ans et auquel le magazine La Recherche consacre ce mois-ci un dossier très intéressant. Pour respecter sa volonté d'effacement, je ne devrais même pas prononcer son nom ni parler de ses travaux. Alexandre Grothendieck a réussi l'exploit d'avoir été l'un des plus grands mathématiciens et d'être devenu le plus discret de tous. Chercheur génial, écologiste radical au début des années 70, ermite retiré du monde depuis 23 ans, il a eu 3 ou 4 vies successives depuis sa naissance, le 28 mars 1928 à Berlin. Aujourd'hui, il vit reclus en un lieu tenu secret. Le monde des mathématiques l'a découvert en 1958 au Congrès mondial d'Édimbourg, où il présenta une refondation de ce qu'on appelle la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, ce sera sa grande œuvre, une sorte de cathédrale conceptuelle construite en collaboration avec Jean Dieudonné et Jean-Pierre Serre. En quoi cela consiste-t-il? Difficile de dire. En gros, si vous tracez un cercle avec un compas, vous faites de la géométrie. Si vous écrivez x au carré plus y au carré égale 1, c'est-à-dire l'équation d'un cercle, vous devenez un algébriste. La géométrie montre, l'algèbre démontre. Grothendieck, lui, a voulu fonder une géométrie nouvelle à partir de 2 concepts clés, celui de schéma et celui de topos. Les schémas sont une métamorphose de l'ancienne notion de variété algébrique, tandis que les topos sont une métamorphose de la notion d'espace. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous effrayer, chers auditeurs, et ne parlerai donc pas des produits tensoriels topologiques, ni de la théorie de Galois-Teichmüller, ni de la cohomologie cristalline, ce qui, je l'avoue, m'arrange plutôt. De 1950 à 1970, Grothendieck fit des mathématiques et seulement des mathématiques. C'était un travailleur acharné, quasi monomaniaque. Mais il finit par découvrir la politique. En 1966, il refusa d'aller chercher sa médaille Fields à Moscou,
où 2 intellectuels venaient d'être condamnés à plusieurs années de camp pour avoir publié des textes en Occident sans autorisation. L'année suivante, il passa 3 semaines au Vietnam pour protester contre la guerre lancée par les États-Unis. À partir de 1971, il consacra l'essentiel de son temps à l'écologie radicale à travers un groupe qui s'appelait Survivre et Vivre et qui avait été fondé par un autre mathématicien. En août 1991, finalement, il choisit de disparaître après avoir confié 20 000 pages de notes à l'un de ses anciens élèves. Alors le génie, c'est un peu indescriptible nécessairement, puisqu'on appelle génie quelque chose qui bouleverse absolument, dont on ne comprend pas l'origine et dont les effets sont innombrables. C'est une notion qui date du romantisme. Le génie de Grothendieck en particulier, moi j'en ai une idée très faible, puisque moi-même je ne suis pas mathématicien. Quand Pierre Cartier ou Pierre Lechac me disent « c'est un génie des mathématiques », je ne peux pas vérifier. Ce qu'il dit systématiquement, c'est que sa méthode s'apparente à la méthode de la marée montante. La marée montante, donc, c'est la mer qui monte et qui recouvre un très grand territoire, mais qui transforme complètement le paysage. Et donc, quant à Grothendieck, au lieu d'isoler un problème mathématique, puis un autre, puis un autre, puis un autre, il recouvre ce paysage dans lequel les problèmes particuliers se trouvent posés. Misha Gromov, le prix Abel 2009, est sans doute celui qui a le mieux défini le génie de Grothendieck. Je le cite. Il a introduit une nouvelle manière de penser, importante non seulement pour les mathématiciens, mais pour toute la pensée humaine. C'est une manière de penser où l'on commence par rassembler les choses simples, les choses absolument évidentes. Pour lui, le plus important était toujours quelque chose que l'on a sous les yeux. Et son génie consistait en partie à saisir le potentiel créatif de ces choses absolument évidentes que n'importe qui d'autre aurait négligé, alors que lui s'arrêtait à cela, le formalisait et en faisait quelque chose d'extraordinaire. Fin de citation. Je doute que M. Grothendieck nous écoute ce matin, mais où qu'il soit, j'ose lui souhaiter un joyeux anniversaire.